Putain, il est super bon ton café. Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Laurent is dead. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, chères auditrices et chers auditeurs cinéphiles, et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre cinéma d'auteur et pop culture. Pour ce numéro 60, nous avons concocté un programme 100% États-Unis-Japon. Donc nous parlerons de 3 films. Nous parlerons de Armageddon Time de James Gray, qui vient finalement de sortir en Belgique. Nous parlerons également de Toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras. Et enfin, nous terminerons sur Suzume, le film de Makoto Shinkai. Et quand je dis nous, je parle de qui ? Donc il y a déjà moi-même, Olivier Grinard, votre hôte, mais aussi Manu Alas. Bonjour Manu, comment vas-tu ? Salut Olivier, comment tu vas ? Ça va bien, merci. Et monsieur Lucien Alflantz, comment allez-vous ? Ça va et vous ? Je sais déjà que ça va, visiblement. Alors, bien sûr, une bonne émission, bien préparée, car j'ai bien fait mes devoirs aujourd'hui, commence par un bon quiz. Et pour un bon quiz, rien de tel qu'un bon jingle. Donc, Lucien, c'est à toi. Je vous conseille d'être très prudent, ils m'obéissent au doigt et à l'œil. Et il me suffirait de claquer encore des doigts pour que demain vous soyez aspiré par une motocrotte sur le trottoir d'en face. Je ne saurais donc trop vous conseiller, ainsi qu'à votre tout, de rentrer à la niche. Vous avez d'autres questions ? Oui. 2, très brèves. Primo, pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées ? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Deuxio, comment comptes-tu claquer des doigts pour tes molosses, une fois que je t'aurai bouffé les pouces des 2 mains ? Donc j'étais moyennement inspiré sur le thème du quiz, mais c'est un quiz crossover Japon-US. Le premier qui dit kamikaze prend la main et le gagnant a le droit de me faire les relances. Alors, première question, 5 questions. Je cite un titre de film et vous devez me donner le réalisateur et les interprètes. Attention, il va falloir que... Rapidité. Le titre de ce film est Duel dans le Pacifique. Kamikaze. Boorman, Lee Marvin, Mifune. Ok, ça va. Donc John Boorman, Lee Marvin et Toshiro Mifune. J'espère que vous allez me donner aussi les prénoms. Hein. C'est vrai, mais j'ai dit Lee Marvin. Oui, t'as dit Lee Marvin, mais parce que ça va, c'est Lee Marvin. Quoi. D'accord, ça va. Donc nous parlons donc de Duel dans le Pacifique, le film de Boorman en 68. Deuxième question, plus difficile. Mentionnez au moins 2 des 3 réalisateurs du film Tora Tora Tora. Kamikaze, je prends la main. Donc nous avons Richard Fleischer, nous avons Kinji Fukasaku. Excellente réponse. Donc en fait, après l'abandon de Akira Kurosawa, c'est Kinji Fukasaku et Toshio Masuda qui ont repris les parties japonaises du film. Troisième question, donc ça fait 1 point partout. De quel auteur japonais Paul Schrader a-t-il signé un biopic en 85 ? Kamikaze. Lucien ? Mishima. Ouais, mais je demande les prénoms. Ah putain, c'est quoi son prénom encore ? Je sais pas. Allez, ça va. Tu as le point quand même. Yukio Mishima dans le film Mishima, A Life in 4 Chapters. Alright, 4e question, rapidité également. Quel est le titre du film tourné par Takeshi Kitano aux États-Unis en 2000 ? Kamikaze, je prends la main. Ah non, Kamikaze. Kamikaze, Lucien. Aniki, my brother. Oui, Aniki, mon frère, ou Brother tout court en anglais. Ah, c'est juste Brother. Okay. Bon, j'ai donné une semi-bonne réponse du coup. Allez, je te donne. Donc tu as Moi, 3... je veux bien partager le point avec Manu sur celle-là. Ok, bon, t'as 2 points et demi et Manu 1 point et demi. Dernière question. Quel acteur réalisateur japonais trouve-t-on au générique de Silence de Martin Scorsese en 2016 ? Kamikaze, je prends la main. Il s'agit de Shinya Tsukamoto. Bonne réponse et Manu a gagné le jeu. Bravo Manu. Tu as non, donc... c'est 2,5, 2,5. 2,5, on t'en Ah merde. Bon, alors du coup, comme en fait Lucien a été très gentil, il va me donner 2 relances et toi, tu me donneras une relance. Voilà. Je distribue mes petits papiers. Là, il faut quand même mettre au courant les auditeurs, auditrices que Oli avait carrément fait des petits papiers avec les relances. C'est la première fois
en 25 ans d'émission. C'est pas vrai, c'est la deuxième fois. Alors, on commence tout de suite avec Armageddon Time. I think you know what I mean. My parents are sending me to my brother's school. That's heavy. In this institution, you can be anything you want to be. It won't be because of a handout. It'll be because you earned your way there. Something's bugging you. What is it? Sometimes kids say bad words about the black kids. Who's that? Somebody from my old school. Did they ever come to your house? What do you do when that happens? Obviously nothing, of course. You think that's smart? My mother, when we came over here, we didn't have much. Why'd she come here? Because they wanted to kill her, that's why. They were soldiers, and sometimes they go out looking for Jews. They hated us then, they still hate us. So I got on the boat and we came over here to America, the land of dreams. You just wanted to be like you. I want you to be a whole lot better than me. Life is unfair. Be thankful when you get a leg up. You make the most of your break and do not look back. All my hopes are with you and your brother for my whole life. Next time those schmucks say anything bad about those kids, you're gonna say something. You're gonna be a mensch, okay? Firm handshake. Okay, give me a hug. Faut-il encore présenter James Gray de ce côté-ci de l'Atlantique ? Auteur adoubé des grands festivals européens mais largement ignoré aux États-Unis, il a été remarqué dès son premier long métrage Little Odessa en 1994, puis il a signé l'excellent diptyque La nuit nous appartient et Two Lovers en 2007-2008, avant de s'essayer à sa manière au cinéma à grand spectacle avec The Lost City of Z en 2016 et Ad Astra en 2019. Oui, on en avait parlé ici sans tout à fait se mettre d'accord d'ailleurs, mais là, ne retourne-t-il pas à une plus petite forme ? Certes, Lucien, dans le plus modeste Armageddon Time qui nous intéresse aujourd'hui, l'auteur-réalisateur né dans le Queens en 69 signe un récit inspiré de sa prime adolescence, donc on peut dire que c'est une chronique adolescente. Ça se passe en 80 à New York, alors que Ronald Reagan s'apprête à accéder au pouvoir. Le jeune Paul Graff grandit dans une famille juive modeste, liant un lien particulier avec son grand-père. À l'école, Paul noue une amitié avec Johnny, ce dernier doublement pris en grippe par leur professeur parce qu'il est à la fois turbulent mais aussi noir. Suite à une série de coups fourrés, Paul va être transféré dans une école privée administrée en partie par Fred Trump, comme une bonne partie des institutions du Queens à l'époque. Écrit et réalisé par James Gray, le héros du film est interprété par Michael Banks Repeta, ses parents par Anne Hathaway et Jeremy Strong, son grand-père par Anthony Hopkins, et on retrouve aussi dans le film Jessica Chastain dans un petit rôle. L'image du film est signée Darius Khondji, qui avait déjà travaillé avec l'auteur sur The Lost City of Z. Et dernière chose, précisons que le film a failli ne pas sortir en Belgique et que nous avons finalement eu la chance de le voir en salle grâce au service de distribution du cinéma Galerie. C'est ça. Merci à eux. Alors, c'est Lucien qui commence sur le film de ce bon vieux James Gray, qu'on espère qu'il va bien. On lui envoie des petits bisous. Alors, je ne suis pas certain qu'il aille très bien, mais je pense que son cinéma ne se porte pas trop mal. On parlait dans l'intro de retour à une plus petite forme, c'est assez vrai sur bien des points. Je pense qu'il y a pas mal de cinéastes, de grands cinéastes ou de moins grands cinéastes qui à certains moments s'essayent un peu à des formes différentes, et puis en général quand ils reviennent à la sève de leur cinéma, ils repassent par quelque chose de plus simple, pas simpliste, de plus simple, ouais, une forme peut-être plus petite, encore plus néoclassique qu'à l'accoutumée chez Gray. Reste que le film est un pur film de James Gray, outre son caractère autobiographique, il brasse vraiment des tropes, des questionnements de son cinéma qui sont là systématiquement depuis le premier film. Le premier étant celui de la filiation. Chez Gray, on le sait, il est vraiment toujours question d'héritage. Il y a l'héritage familial qui revient systématiquement.
Il y a l'héritage même. Alors là, je pousse peut-être un peu plus loin, mais il y a quelque chose qui me plaît beaucoup chez James Gray et que je peux par exemple retrouver aussi chez De Palma d'une manière très très différente, mais c'est l'héritage des ancêtres cinéastes, quoi, des anciens. Et il y a une mélancolie chez Gray qui est de toujours venir après. On a l'impression de sentir dans chacun des plans de James Gray qu'il fait de son mieux, mais qu'il a toujours conscience qu'il fera jamais aussi bien que ses aînés, ses idoles. Alors on peut ne pas être d'accord avec ça, je pense que c'est ça qui se passe dans la tête de Gray. Mais... Dans ses interviews aussi, plus ou moins. Dans ses interviews aussi. Oui, et puis c'est quelque chose qui, au niveau de schéma narratif qu'il emprunte, où il dialogue vraiment particulièrement avec le cinéma des années 70 américains, où il y a vraiment une filiation très, très, très claire européen et américain. Mais dans celui-ci, je pense que outre ces figures qu'on retrouve vraiment dans son cinéma, il y a quelque chose de plus spécifique à ce film aussi, qui est vraiment l'héritage de la peine et de la violence, et de la volonté des aînés de l'éviter aux enfants, enfin en tout cas d'essayer d'éviter de la transmettre à leurs enfants. Le film raconte quand même que ça marche pas tout à fait, puisqu'il est question en effet de violence intrafamiliale, mais surtout de l'héritage de la violence systémique et de comment elle a dévoré et dévore ses propres enfants, et de à quel point à la bascule des années 80, elle ne fait plus de doute et est vraiment intégrée par les protagonistes du récit. Alors c'est pas pour rien que le film se déroule en 69, si je dis pas de conneries. Non, 79. En 79, pardon. Oui, évidemment. Un moment, juste à l'élection de Reagan, ça commence là-dessus, ça se termine là-dessus, plus ou moins. Ouais, c'est vraiment le moment où les États-Unis abandonnent vraiment tous leurs idéaux sur lesquels ils ont basé la construction même de leur pays, et où on peut assister vraiment à une refonte de tout ça à travers, par exemple, la libre entreprise ou la dérédiction des services publics. Et je pense que Gray arrive à intégrer ça à travers le parcours de cet enfant, et à mon sens, jamais au détriment du narratif, ce que je trouve assez fort. Et il matérialise ça de façon assez incroyable. Alors, je trouve par exemple que toute la gestion de la lumière, qui est magnifique de Konji, et même de la gestion de comment dans sa mise en scène il intègre les saisons. Alors on est en automne, en hiver, je sais pas exactement. On sent qu'on est dans ce coin-là, qui assoit vraiment le côté crépusculaire du bazar. Ou bien, je pense qu'il y a le côté aussi la logique de l'inscrire dans un changement de saison, dans un changement d'époque, et aussi cette idée de coming age du personnage. Il y a vraiment une réflexion, sur à la fois le cadre et le parcours du personnage, quoi. Bien sûr, bien sûr. Bah oui, je vais rebondir là-dessus parce que justement Darius Khondji, j'avais entendu une interview de lui où il disait que la principale intention, ou en tout cas la première intention que lui avait donnée James Gray, c'était « pense que tous les gens que tu vas filmer, enfin que nous allons filmer sont morts ». Et donc du coup il y a ce côté un peu, je trouve il y a un côté un peu funéraire au film. J'ai l'impression en fait que, quand je demandais si James Gray allait bien, j'ai l'impression qu'il fait ce film pour un petit peu, quelque part, se rappeler de l'enfant qu'il était, parce que l'enfant qu'il était, enfin en tout cas moi c'est le sentiment avec lequel je suis ressorti, j'ai l'impression que l'enfant qu'il était est mort, et qu'il fait ce film et qu'il doit un peu se dépêcher de le faire, parce que à cause de la fuite du temps, à cause du fait que sinon il va oublier. Et le film d'ailleurs se termine, il y a quelque chose qui est assez surprenant quand on voit le film et qui finalement est très beau, c'est que dans la dernière séquence, on va voir donc le jeune Paul Graff quitte l'école, et c'est coupé par 3 travelling arrière vraiment très rapides sur certains lieux vides, enfin certains lieux qu'on a vus dans le film qui sont cette fois vides, comme si ces lieux allaient s'échapper, comme si tout, enfin voilà, c'est vraiment la fuite du temps, voilà, matérialisée en cinéma, et je trouvais ça vraiment assez beau, quoi. Je trouve que il y a une espèce d'empressement dans ces travelling arrière finaux qui disent dépêche-toi de raconter cette histoire parce que ce petit garçon est mort et que tu es en train de l'oublier. Et c'est la seule figure de style vraiment explicite du film. Ouais. D'ailleurs, le film commence plus ou moins, au bout de, je sais pas, vraiment, on est vraiment dans le premier tiers du film. Le grand-père, qui est cette figure tutélaire, va dire au petit garçon, au petit Paul, n'oublie jamais ton passé. Et voilà, c'est quelque chose qui hante un peu le film. C'est ce qui ramène à une autre, parce que tu parles de figure de style voyante. Ouais. Il y en a une autre quand même, c'est l'apparition du grand-père. Oui, à la fin du film, ouais, tout à fait. Mais elle est moins dans une abstraction, en mon sens. Elle peut se relier à la notion du souvenir, du jeu de miroir, là où tu es clairement dans quelque chose de plus abstrait, entre guillemets, dans la toute fin du film. Et en fait, Sous les atours, je trouve extrêmement direct, c'est un récit vraiment assez simple du film, et qui parfois peut être un peu appuyé, ou parfois peut être un peu lourd, ou
explicite. Enfin, on a réentendu la bande-annonce avec certaines phrases qui sont un peu des espèces de blocs de vérité comme ça, un peu assénés par James Gray, notamment cette fameuse scène où il dit je veux que tu sois meilleur que moi. Oui, mais c'est quelque chose qui pour moi a toujours été présent dans son cinéma. Je ne veux pas dire que c'est une grande subtilité dans certaines écritures de dialogue chez Gray. C'est quelque chose que j'ai jamais noté dans son cinéma. En revanche, ces moments-là, effectivement, un peu explicites ou lourds, ne sont jamais au détriment de l'émotion de la scène. Oui, tout à fait, non, c'est vrai. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même le film, c'est vraiment un film qui est à la hauteur de son protagoniste principal, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de personnages qui gardent certaines zones d'ombre, en fait. Je veux dire, le père, même s'il a cette scène super violente, il n'est pas non plus condamné, parce qu'on sent qu'il a ce ressentiment de ne pas pouvoir être à la hauteur de la figure paternelle qui est incarnée par Hopkins. La mère garde aussi une grosse zone d'ombre. À un moment, on se demande si... Moi, je me suis en tout cas demandé si elle n'était pas un peu alcoolo ou un peu dépressive. Enfin, les personnages gardent quand même une part de mystère, je trouve. Et une des problématiques que tu soulevais tout à l'heure, c'est que ce personnage d'Anthony Hopkins, qui est une figure super positive, c'est une figure très positive et très exemplaire pour le jeune garçon, il est aussi l'instrument du fait que le jeune garçon va changer d'école. C'est le mec de gauche qui avoue quand même que son système a un peu failli et qui rentre aussi dans ce nouveau système dont tu parlais tout à l'heure, Lucien. Tu parlais effectivement de tous ces personnages qui ont une zone de gris, et c'est au-delà du jeu de mots, tu pourrais dire les 50 nuances de gris sur ce film-là, mais c'est pour moi une des grandes qualités du film. On va pas revenir sur les débats qu'on a eus sur les derniers films de Gray, où on n'est pas forcément des avis semblables. Moi, je retrouve justement le Gray de l'intime, ce Gray intimiste que j'avais un peu perdu dans ces deux précédents films, dont je pouvais admirer la démarche d'ouverture, d'aller vers un autre cinéma que celui qui était le sien, mais où je voyais aussi les limites de Gray, et aussi peut-être les limites de Gray d'avancer dans le système de production actuel hollywoodien. Là, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement tous les personnages ont des zones de gris, notamment par exemple le gamin est montré à des moments assez insupportables au début. Je veux dire, la scène de repas avec la mère, il est vraiment tête à claque. Et c'est pas pour autant que ça va justifier d'autres moments où il va en prendre plein la gueule. C'est ça qui est intéressant, que il n'y a pas d'angélisme sur les personnages, et tu vois aussi toute cette notion de conditionnement social des personnages. Et pour moi, le personnage qui est le plus beau, et qui est... Tu parlais justement d'éléments qui reviennent de la filmo de Gray, parce que tout simplement, là, en fait, il s'attaque à la matrice de son cinéma, sans le filtre du cinéma de genre auquel il est emprunté auparavant, que ce soit le polar urbain, le thriller urbain, dans les films qui sont les plus réussis à mon sens de sa filmo. Là, il s'est débarrassé de tous ces archétypes du genre, où la relation avec le père est directe. Et pour moi, Jeremy Strong est le personnage le plus émouvant en fait du film. C'est ce personnage qui a ce poids de cette figure paternelle incarnée par Hopkins, qui est cette figure un peu positive, de ce paternalisme positif, et ce personnage-là qui sent qu'il n'arrive pas à assumer. Ce poids-là va le conduire à des fois à se comporter comme la figure de violence, mais aussi capable d'exprimer ses émotions. Pour moi, les deux moments d'émotion que j'ai très forts dans le film sont les deux confessions du père dans la voiture. L'une au moment de l'enterrement, l'une quasiment tout à la fin du film. Je trouve le personnage est extrêmement bien tenu, et c'est fascinant de voir d'où vient ce personnage de père qui a irrigué toute la filmo de Gray. Moi, je trouve qu'il y a un travail super intéressant dans le film, qu'on pourrait appeler ça un travail sur le saut générationnel. C'est vraiment la relation qui est une très belle relation dans le film, entre le grand-père et l'enfant. Qui culmine dans cette séquence de parc absolument sublime, quand tu sais, toi, spectateur, que le grand-père est condamné, et que tu sais que c'est la dernière fois qu'il se parle. Tout à fait, ça s'explique par des développements narratifs et éducationnels qu'on retrouve régulièrement. C'est pas rare qu'il y ait une symbiose, je veux dire, plus forte entre un petit enfant et un grand-parent qu'entre un parent et un enfant, parce que les implications éducationnelles sont pas les mêmes. Ici, oui, on le disait, c'est une magnifique relation de cinéma, mais ça permet aussi d'asseoir, à travers d'autres personnages aussi, mais c'est peut-être plus prégnant avec le personnage d'Anthony Hopkins, parce qu'ils en discutent de manière assez littérale. Ça permet d'asseoir la violence discriminatoire que la famille de Paul a elle aussi vécue, et qui s'inscrit dans l'héritage de Paul. C'est quelque chose avec laquelle il devra dealer, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le personnage du père. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Manu, c'est un personnage hyper intéressant, parce que
ambivalent parce que nuance de gris, comme tu le disais. Son père, c'est aussi un personnage qui est super intéressant là-dessus. Il est issu de 2e génération, donc il y a un truc de rejet aussi d'une partie de là où il vient, et en même temps, il y est directement attaché encore plus que Paul. Ça implique énormément de choses pour lui, jusqu'à sa volonté d'inculquer à son enfant de profiter de son privilège d'être blanc, là en l'occurrence. Et en fait, le père, il a intégré cette violence dont il est lui aussi héritier de manière assez littérale. Il bat ses enfants de peur de les voir emprunter le même chemin que lui. Celui qui a pris la place qu'on lui a laissée d'une certaine manière, sans chercher à s'en créer une au-delà de sa condition, on pourrait dire. Il y a une scène qui est géniale dans le film, c'est tout le discours de Jessica Chastain dans la nouvelle école de Paul, qui est le délire méritocratique américain habituel, qui est vraiment le discours du néo-capitalisme, et en fait c'est le discours que le père a fini par intégrer, et qui finit lui-même par essayer il l'a intégré, mais il en est conscient aussi. Il en est conscient, mais il le met en place pour son fils. Il y a un discours vraiment où il répète ça, mais il dit si tu veux t'en sortir. Il dit c'est injuste, les dés sont pipés, mais vas-y, quoi, utilise ça. Quoi. Les dés sont pipés, et en plus il le joue sur un autre terrain, parce qu'en fait ce qui va éviter la prison à son fils, c'est justement parce que par son métier d'extraction populaire, il est allé réparer le chauffe-eau du flic. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, la violence du père et la scène où il explique, la scène finale dans la bagnole, qui est en effet très émouvante, qui n'est pas tout à fait finale, mais la scène qui arrive sur la fin, et la scène, le discours de Jessica Chastain sont mis en miroir dans le film. Je pense que l'utilité de la scène avec Jessica Chastain est de faire vivre d'autant plus la scène avec le père. Et ce que je trouve aussi intéressant dans son traitement du racisme aux États-Unis, c'est que c'est quelque chose qui traverse tout le film et dans toute sa violence, mais aucun quasiment des personnages qui interviennent dans le film n'est caractérisé réellement comme raciste. Il n'y a pas une notion du personnage raciste en tant que tel. C'est vraiment la notion de système qui l'interroge. C'est quelque chose qui n'est pas imputable à une personne, mais qui est lié au système. C'est aussi de là dont vient une partie de l'émotion du film, parce qu'en fait, on pourrait dire d'une certaine manière que c'est un film d'amour impossible, quoi. C'est comment un système, comme tu viens de le dire, comment des forces sociales inexorables viennent écarteler une histoire, une amitié naissante entre deux enfants, entre Paul et Johnny. Et en plus, ce qui est super intéressant, c'est que leur amitié naît du fait qu'ils sont mis à part dès le départ par le prof, quoi. Ils sont tous les deux, c'est de là que naît leur amitié. Mais même ce prof-là n'est pas caricatural. Non, tu non, vois, c'est tu sens très que c'est un mec juste, un peu dépassé. Juste, ouais. Mais même, je veux dire, il n'y a aucun personnage, même dans les seconds rôles, que ce soit les flics au commissariat, il n'y a pas dans la caractérisation des personnages, jamais il ne se défausse en reportant, entre guillemets, la faute sur une individualité et non pas sur le système, quoi. Et ces deux scènes-là, à nouveau on parlait de miroir tout à l'heure, fonctionnent très fort en miroir, que ce soit la scène, je veux dire, de la découverte de l'amitié, toutes les scènes de classe, on va dire, en début de film, et puis la scène d'interrogatoire, on va dire ça comme ça, avec le flic à la fin. Parce qu'en fait, la violence qui est prégnante dans la scène d'interrogatoire, elle est là depuis le début, et ça se joue vraiment en miroir, parce que dès le début, en fait, Paul, il n'ose pas tout à fait venir en aide à Jonathan au début, qui est puni en classe, alors que Jonathan va, lui, intervenir dès que Paul est mis à mal, je veux dire, par le prof. Entre deux, on voit toute l'évolution de cette relation entre les personnages et le rapport de protection l'un de l'autre qui s'installe et qui est plus affirmé dans un sens que dans l'autre. Je trouve ça super intéressant et qui prend tout son essor dans la scène finale. On pourrait même se dire que ça questionne aussi, mais en fait, d'où vient, parce que le vrai personnage révolté, c'est le personnage de Johnny. D'où vient la révolte? Mais la révolte, elle vient de l'oppression, en fait. Et jusqu'à la toute fin du film, où en fait, cette révolte devient impossible et où il se sacrifie d'une certaine manière. C'est une scène de sacrifice qui est vraiment très très belle. Comme le dit le père, en fait, les dés sont pipés. Et c'est quelque chose qui, à nouveau, on parle depuis tout à l'heure, on parle de plein d'idées théoriques en rappelant que le film est très incarné et fonctionne très bien en tant que tel autour de ça. Moi, il y a une idée que je trouve qui est vraiment une idée de mise en scène hyper classique, mais que je trouve magnifique. C'est à quel point le film va laisser disparaître Johnny au cours du récit. D'abord, la scène où il vient le voir à l'école avec le grillage, où en fait, sur un chant contre chant tout basique, en fait, il arrive à éclairer le personnage de Paul et à vraiment mettre derrière des grillages le personnage de John. Et plus tard, il va apparaître presque, mais de manière quasi fantomatique dans la nuit, dans la cabane, avec une lumière. Enfin voilà, il devient un fantôme du récit, quoi. C'est vraiment une très très belle idée de mise en scène. Et puis moi, ce qui m'éblouit chaque fois aussi, c'est ce sens du détail, qu'on pourrait presque croire anodin chez Gray. Par exemple,
la notion du milieu social du personnage, donc du jeune garçon black qui est Johnny, du personnage de Johnny, c'est fait en un seul plan de manière hyper subtile quand il va voir sa grand-mère, parce que c'est toujours, on ne voit jamais son intérieur. Le seul moment où on va voir l'intérieur de là où il habite, c'est ce moment où il fait ses adieux à sa grand-mère, et ça pourrait être totalement anodin. Tu as un cadre qui est posé dans la droite de l'écran, tu supposes du grand-père ou du père qui visiblement lui est flic, etc. Et donc ça te donne une idée aussi de toute cette problématique d'accession sociale qui en fait est condamnée à un moment à te faire redescendre malgré tout. Il y a entre guillemets une impasse entre guillemets de progression sociale qui est actée, et elle est pas, là encore une fois, c'est fait de manière hyper subtile pour poser le cadre du personnage. C'est quelque chose que tu pourrais presque ne pas voir, laisser à la périphérie du récit, mais c'est pourtant là, et c'est tout le temps là. Très bien, mais on va parler d'un film qui finalement entretient pas mal de rapports avec le film de James Gray, puisque c'est exactement la même période temporelle. On va parler maintenant donc de Toute la beauté et le sang versé de Laura Poitras, mais le titre anglais sonne mieux, All the Beauty and the Bloodshed de Laura Poitras. There's the Sackler family of the art world, the museum world, and philanthropy. And then there's the big pharma marketing and addiction and death. My anger at the Sackler family, it's personal. When you think of the profit of people's pain, you can only be furious. Nan said, I think we should take these people down. But do you think my career will implode? And I said, probably. We need to demand that the Met Museum, the Louvre, the Tate refuse donations from the Sacklers and take down their name. The rich people are scared that we're going to dig into the evil way they made money. You grow up being told that didn't happen. You didn't see that. How do you trust yourself? And so that's the reason I take pictures. This is a watershed moment. People are actually beginning to rethink how we do things. The wrong things are kept secret in society. And that destroys people. Lauréat du Lion d'Or à la Mostra de Venise 2022, Toute la beauté et le sang versé est le nouveau long-métrage documentaire signé Laura Poitras, qui s'est fait connaître en 2014 grâce au film Citizenfour sur les révélations liées à l'affaire Edward Snowden. Et justement, c'était bien Edward Snowden qui l'avait contacté pour ce film. Tout à fait, parce qu'avant de signer ce film Citizenfour qui l'a rendu célèbre, cette journaliste, documentariste et photographe américaine née à Boston en 1964 avait déjà beaucoup travaillé autour des questions de la liberté de la presse, de la liberté d'expression et de la surveillance d'État, notamment tout ce qui a tourné autour des télégrammes diplomatiques et des rapports de l'armée américaine transmis par Bradley Manning à Wikileaks au début des années 2010. Donc en effet, Snowden lui-même est allé vers cette documentariste journaliste. Mais dans ce nouveau film, elle délaisse, a priori, l'aspect révélation et investigation, mais creuse la veine du double trajet à la fois intime et public. Gravitant autour de la figure de la photographe de l'underground de la côte est américaine au tournant des années 70-80, Nan Goldin, Toute la beauté et le sang versé est un récit parallèle entre une voix au passé, autour du récit intimiste de Nan Goldin elle-même, en dialogue avec la réalisatrice, retraçant son parcours artistique et personnel, et un récit au présent qui relate plutôt son engagement militant pour bannir le mécénat de la famille Sackler des plus grands musées mondiaux. Les Sackler étant propriétaires de Purdue, une industrie pharmaceutique fabriquant et promouvant l'Oxycontin, un médicament qui serait une des raisons principales de la crise des opioïdes aux États-Unis. C'est moi qui ai inscrit ce film au programme et qui vais commencer quand on rentre dans le film. Donc on a d'abord une première partie qui est ce récit intimiste, donc la voix de Nan Goldin en off sur beaucoup d'archives, que ce soit photographiques ou vidéo. Et puis ensuite, on se rend compte qu'il y a un montage parallèle qui fait un saut dans le temps et qui relate plutôt son engagement militant. Et alors,
moi, dans les premiers temps du film, je me suis dit, oula, ça va être casse-gueule cette construction d'aller-retour intime, historique, qui va m'en apprendre sur qui c'est l'artiste Nan Goldin, et ces scènes beaucoup plus au présent. Et en fait, au fur et à mesure qu'avance le film et que le film se dévoile et qu'on comprend vraiment quel est le projet du film, on se rend compte que tout est hyper organique et tout est hyper cohérent en fait. Parce que les actes contestataires qu'on voit à l'écran s'intègrent parfaitement dans le parcours à la fois artistique et le parcours en fait personnel de l'auteur, donc ce qui fait que quelque part les actes militants deviennent quelque part des actes artistiques et qu'ils sont intrinsèquement liés à l'intime de Nan Goldin, et tout ceci se tisse de manière extrêmement bien dans le film. En fait, on se rend compte aussi que son travail, il est né de manière extrêmement organique, d'une insubordination, du fait de vivre parmi des exclus et du fait aussi de vouloir revendiquer cette vie et de la montrer, de la documenter. D'ailleurs, le travail phare de ses débuts artistiques qui s'appelle The Ballad of Sexual Dependency, c'était déjà quelque part une revendication à la fois du mode de vie LGBT et aussi un cri contre l'oppression masculine, la domination masculine, les violences masculines. Donc en fait, c'est intrinsèquement au travail de Nan Goldin, il y a cette volonté d'exposer des choses qui sont tues ou qui sont mises sous le tapis. Et en fait, on se rend compte que c'est aussi intimement lié à son parcours intime, mais ça, je laisse la surprise aux spectateurs. Et ce qui est encore une fois plus beau, c'est que cette volonté de révéler certaines choses, de révélation, cette volonté de dire pour que ça ne devienne pas un cancer qui ronge, c'est même à l'intérieur du film, puisque Nan Goldin, en off, sur certaines photos, va faire certaines confidences à Laura Poitras, certaines choses qu'elle n'a jamais dites, et elle va dire je pense que c'est un bon moment de révéler ceci, ça va faire du bien, il faut le dire, etc. Donc cette volonté d'exposer s'intègre même au film lui-même, quoi. Je pense, moi, c'est peut-être le film le plus personnel et le plus abouti de Poitras, et c'est pas du tout pour minorer le reste de sa filmo qui, à mon sens, est extrêmement importante. L'idée que l'art est là pour questionner le réel, cette notion qui est d'agite-propre, qui est au cœur du présent du film, c'est que ça répond à des questions extrêmement intimes, questionne les racines, les fêlures de cet engagement et de ce cheminement d'artiste. Et je trouve qu'il y a assez peu de biopics qui arrivent à conjuguer à la fois au présent et au passé, dans un même élan de modernité, une figure d'artiste, et de montrer toute sa fragilité, toute sa dimension abrasif par rapport au réel, de contestation, où tout s'entremêle. Le film est brillant, c'est aussi un film bouleversant. Moi, c'est de ce programme-là, c'est le film qui m'a le plus ému par 2 fois dans le film. J'ai vraiment été submergé. C'est vraiment un film qui est plein, qui est d'une intelligence dans sa construction, tu disais, qui est loin d'être évidente, puisqu'on mélange ces actes d'agite-propre au présent, c'est-à-dire des moments d'action, des moments de préparation, et aussi des moments liés au procès de cette famille Sackler, et à la fois des moments où elle laisse le pas à des pans de son histoire personnelle, de son histoire personnelle, mais aussi de travaux de Nan Goldin, puisqu'on a littéralement des slideshows de Nan Goldin dans un dialogue avec Poitras et Goldin. Et voilà, moi, c'est un film que je n'attendais pas et qui m'a complètement accueilli. Déjà dans Citizenfour, où c'était une problématique, c'était un film des fois un petit peu brinque-ballant par les conditions de tournage du film. Il y avait déjà une réflexion dans ce cadre-là, où je pose ma caméra, comment s'installe le discours du film par rapport à la relation, là aussi encore, intime du personnage de Snowden. Et c'est quelque chose qui en fait, on retrouve un petit peu, je pense, de manière moins aboutie dans Risque, son film sur Assange. Ce rapport entre la mise en lumière, qu'elle soit politique, qu'elle soit artistique, aux yeux du monde, et ce rapport intime de l'artiste ou du lanceur d'alerte, où elle différencie assez peu les choses d'une certaine manière. Et je trouve que c'est vraiment le film où tout se rejoint et tout est plein, en fait. Le politique et l'artistique se rejoignent aussi. Politique, artistique et intime, tout est intrinsèquement lié dans le film, quoi. C'est toute l'intelligence du film, et en même temps, elle arrive à trouver la bonne distance entre, je veux dire, l'implication totale dans la lutte de Goldin, et elle-même, Poitras en fait partie parce qu'elle va filmer, elle s'intègre directement dans cette lutte-là. Et quand c'est nécessaire, elle a l'intelligence de prendre aussi le recul nécessaire à la peinture de ce portrait en triptyque, artistique, intime et politique, comme vous le disiez si bien. Je pense qu'il y a une grande intelligence dans le film aussi, et
peut-être que je vais me planter en disant ça, mais vous me le direz, c'est que le versant directement intime du film, celui où vraiment on a Goldin qui parle d'elle-même ou de sa famille, n'est qu'à une seule exception en voix off et sur des slideshows de photos de Goldin. Je dis pas de conneries en disant ça. Je pense qu'il y a des photos de famille. Les photos de famille, il y a aussi quand même Non, mais je veux dire, il n'y a pas d'image d'archive en mouvement à part une qui vient clore un arc. À la fin. Et ça, c'est une super idée qui est très importante. C'est vraiment une super idée. Et c'est une belle façon de délimiter le passé intérieur de Goldin et sa lutte actuelle extériorisée. Enfin, il y a vraiment un truc et ça, c'est, je trouve, super intéressant sur en fait qu'est-ce qui fait naître une volonté de lutte, qu'est-ce qui fait naître une volonté de création chez ce personnage de Goldin. Juste, il y a un truc qui m'a frappé en y repensant, c'est que je crois que c'est à peu près une des premières phrases du film. Nan Goldin parle de sa mère et dit que sa mère lui disait il faut absolument pas que les voisins sachent et il faut que tout soit toujours confiné, clos et tu, et que cette volonté contestataire de Goldin naît immédiatement quand elle est jeune par rapport à son rapport à sa grande sœur et qui va complètement à l'encontre de cette phrase familiale du début à laquelle on revient complètement à la fin. Et donc, une fois c'est aussi pour ça que l'image d'archive dont on parlait plus tôt est en effet, elle clôt tout à fait la boucle. Elle est super intéressante. Assez explicite, cette image d'archive, on passe de ces photos de famille qui racontent le récit principalement de sa sœur aînée, et de l'importance de sa sœur aînée dans son rapport au monde que va avoir Nan Goldin. Et ce dernier moment, c'est où on tombe sur des images d'archives où Nan Goldin filme sa famille, et là pour le coup on a des images en mouvement, avec pour la première fois ses parents qui prennent la parole et où on les saisit dans une plus grande peut-être complexité, par la manière dont leur visage s'exprime en mouvement, dans les non-dits, dans ce qu'eux-mêmes témoignent de leur rapport à leur fille aînée. Au final, on a un rapport plus apaisé en fait, à cette histoire familiale, à la toute fin, entre guillemets, c'est ce que le film suggère. Je sais pas si on parle d'apaisement, parce que je parle lié à ses parents. Je parle lié à ses parents, pas d'apaisement forcément. Mais en fait, le fait qu'on les voit en mouvement, quelque part, en fait, c'est des humains, tu vois. Il y a un côté, c'est juste des êtres humains. En fait, leur rigidité prend un mouvement. La rigidité devient une faille. Ouais, exactement. Alors, depuis tout à l'heure, on parle énormément de différents régimes d'image et de comment elle les fait dialoguer, etc. Mais elle fait ça génialement. Elle montre vraiment l'image comme objet de lutte, mais de deux manières tout à fait différentes, selon moi. Qui est celle plus contestataire contre une forme de société normative dans le travail même photographique de Goldin, et celle de Poitras elle-même, qui sont là comme traces contre l'oubli et surtout une manière d'éteindre, je veux dire, le feu des puissants. Il y a aussi, comme dans d'autres films de Poitras, moi je suis d'accord avec Manu pour dire que c'est une cinéaste vraiment importante, il y a une recherche de narration qui est très forte, plus forte que chez d'autres documentaristes, et qui est recherchée à certains moments, moi je trouve, du côté du conte, quoi. Vraiment, il y a quelque chose comme ça qui est développé un peu dans le film, que je trouve super intéressant. Et il me semble aussi intéressant de parler tu parlais de scènes de déflagration émotionnelle. Il y a une scène qui est délirante et qui à nouveau questionne différents types d'images, parce que c'est une scène où sont beaucoup filmés et en plus pas de manière extrêmement plastique des écrans d'ordinateur, qui est une scène de procès par zoom qui est montée. Mais alors il y a un travail de montage sur cette scène qui est délirant, quoi. En fait, on a l'impression vraiment que chaque coupe tombe à l'exact bon moment pour faire jaillir la violence et l'émotion de chaque mot qui est dit. C'est vraiment une leçon de montage, d'autant que je pense que les images, les rushs devaient pas être dingues, quoi, tu vois. Enfin, si, dingues dans ce qui... Je veux dire, l'image est un peu sale, et la caméra, on sent que ça doit être c'est une caméra tenue à bout de bras devant un écran d'ordi. C'est pas des images hyper intéressantes d'un point de vue plastique, technique. Par contre, ce qu'elle arrive à en faire à travers le montage, c'est assez balèze. C'est vrai que je me suis posé la question en fait, vu que on se dit que ce procès a lieu par Zoom à cause de la pandémie, etc., je me suis demandé vraiment, tiens, mais elle arrive à tirer parti de ce truc et à renforcer le fait qu'on ait ces caméras personnelles sur les gens de la famille Sackler notamment. Ça donne encore quelque chose supplémentaire, encore un attrait supplémentaire. Et puis, est-ce qu'elle aurait pu le filmer si ça avait été dans un tribunal ? Mais la manière dont eux-mêmes se représentent, tu vois, la manière dont les fringues qu'ils ont choisi de porter, le cadre qu'ils ont choisi de faire, etc. Qu'ils ont peut-être même choisi de ne pas se montrer. Enfin, tout ça est super intéressant.
Et un dernier truc, c'est que c'est un New York, ou en tout cas une côte est underground, qu'on a peu vu en fait représenter, j'ai l'impression. On a beaucoup vu à l'écran le New York des années 60, début 70 avec la Factory, etc. Ici, c'est une période qui est moins, j'ai l'impression que, en tout cas, que j'avais moins vu et qui me passionne aussi. On reconnaît pas mal de personnes, d'artistes, etc. dans le film, dans les photographes de Nan Goldin, dont Jim Jarmusch. Voilà. Rien d'autre, messieurs. On passe. On pourrait le voir. Oui, voilà. Allez le voir. C'était déjà dans une petite salle alors que le film est sorti depuis 10 jours, même pas. Donc voilà. Allez-y. Ouais, spoiler. Courez voir tous les films du programme. Ah bon, tu as aussi aimé le prochain film qui est donc Suzume de Makoto Shinkai. Après que ses 4e et 5e longs métrages, Your Name en 2016 et Les Enfants du Temps en 2019, se soient frayés un chemin jusqu'à nos salles obscures suite à des succès monstrueux au pays du soleil levant, Suzume est donc le nouveau long métrage d'animation écrit et réalisé par le japonais Makoto Shinkai. Toujours mis en musique par le groupe Radwimps, Suzume est encore une fois un succès gigantesque dans son pays d'origine, dépassant largement la barre des 10 millions d'entrées sur son propre territoire. Ben oui, mais il y a eu un gros coup de marketing, non ? En effet, un peu à la manière dont Disney avait vendu Le Roi Lion en diffusant sa première séquence bien en amont de la sortie du film, ici, 1 mois avant la sortie, la chaîne NTV avait eu le privilège de pouvoir diffuser en avant-première l'intégralité des 12 premières minutes de Suzume. Donc j'imagine, ayant vu le film, j'imagine que c'est jusqu'à l'apparition du titre plein cadre. Une bonne manière de rencontrer Suzume, donc une adolescente qui tombe amoureuse de Sota, un homme mystérieux, qui est plus âgé qu'elle, qui recherche des portes dans des lieux abandonnés. Suzume découvre vite que ces portes s'ouvrent vers un autre monde dont des catastrophes naturelles peuvent s'échapper sous la forme de gros vers géants de fumée noire et rouge. J'ai eu peur, évidemment. Sota, donc ce garçon, est donc un verrouilleur. C'est un humain chargé de maintenir les portes fermées pour ainsi prévenir les tremblements de terre, glissements de terrain et autres tsunamis. Voilà, donc qu'as-tu pensé de ce film, Manu ? Eh ben, on avait déjà parlé des enfants du temps lors de la sortie, mais on est vraiment dans la même lignée que Your Name et les enfants du temps. On peut dire que Suzume peut-être clos ou entre guillemets s'inscrit dans un même cadre de récit où on retrouve les mêmes structures, des mêmes motifs qui reviennent de film en film. Même si je trouve que peut-être Shinkai dans ce film-là n'arrive toujours pas à retrouver la puissance émotionnelle que de Your Name. Ah bah, peut-être dans le final où il dénoue le conflit intérieur de son personnage. Mais voilà, ce qui me transporte encore une fois, c'est cette manière qu'il a par le sens du détail, du gigantisme, et surtout son travail de cadre, de rendre absolument tout dynamique. Il y a une sorte d'élan
qui t'emporte dès le début du film. Alors ça, en plus, c'est quelque chose qui tient vraiment pour moi à son découpage, parce que j'ai souvent assez de réserves dans la DA, dans le chara-design. Je ne suis pas forcément extrêmement fan de la DA ou du chara-design souvent de ces films, mais il a un sens du cadre, du découpage qui est justement époustouflant. Notamment, il y a un élément qu'on peut relever et qui en plus, je trouve, ça fait partie aussi de la limpidité, non pas de la simplicité d'écriture du film. C'est comment il rend tout extrêmement clair, limpide. Les codes du fantastique sont expliqués de manière extrêmement claire. Tu ne les questionnes jamais. Pourquoi le personnage de Suzume tout d'un coup voit ces vers, ça te paraît évident, et ça répond chaque fois en plus à une caractérisation, ou du moins des aspects psychologiques du personnage. Ça construit le personnage de Suzume, tous ces éléments fantastiques, et notamment dans ce sens de donner vie à des choses quasiment inertes juste par la puissance du découpage. Et cette idée de cette chaise qui, pour le coup, qui est beaucoup revenue aussi dans la campagne promo du film, puisque je crois que Shinkai ne se déplaçait pas en avant-première sans cette chaise-là. Et donc ce personnage où elle va nouer une relation d'amour en fait avec ce personnage qu'on a peu vu, qui est ce personnage de Sota. Ce personnage de Sota qui n'est incarné qu'en début de film et en fin de film, et qui pendant la majeure partie du film est incarné via cet objet transitionnel de transfert, qui est celui qu'on va comprendre qui est hérité de sa mère, et donc qui est porteur de toute l'histoire de Suzume. Et une chaise d'enfant à 3 pieds. Voilà, une chaise d'enfant à 3 pieds, et qui en plus, il n'y a aucun anthropomorphisme, à part les 2 traits sur le dossier de la chaise qui suggèrent des yeux. Il n'y a aucune logique d'animer au-delà du mouvement des pieds de cette chaise. Il n'y a pas une logique de construire quelque chose qui serait d'un anthropomorphisme. C'est assez dingue comment au final il construit cette histoire d'amour sur un objet inerte qui au final prend tout son sens. C'est pour ça que je trouve que, même si je trouve qu'il a le défaut de venir quand même malgré tout après Your Name, et qu'il ne retrouve pas cette puissance qui était peut-être le fait de la nouveauté dans son cinéma à ce moment-là, mais malgré tout, à la fin du film, il arrive quand même à m'émouvoir et à me saisir dans la confrontation finale du personnage de Suzume. On ne va pas du tout spoiler le film, ça serait dommage sur cet aspect-là. Mais voilà, je trouve que là, tout d'un coup, il te dit tout fait sens, tout s'imbrique. Il y a une logique implacable et imparable dans la construction de son récit. Voilà, et je trouve que c'est très beau, même l'idée de fin où on retourne en parallèle à cette rencontre amoureuse avec Sota, et de comprendre que oui, entre guillemets, pourquoi cette relation a existé, c'est parce qu'elle était déjà ancrée dans l'histoire de Suzume. Cette rencontre avait déjà eu lieu, et donc la manière de clore le récit est aussi extrêmement intéressant. Pour revenir sur la chaise, parce que moi c'est un truc qui m'a... Fatalement, c'est marquant dans le film, c'est une putain de chaise, quoi. Dans son cadrage, etc. Même à ce moment-là, tu parlais il n'y a pas d'anthropomorphisme, mais très peu. Dans ces cadrages, tu as des moments, tu as des champs contre champs, et tu as un putain de contre-champ avec une amorce de chaise, et ça marche. On ne questionne jamais ce truc-là, c'est assez délirant. D'autant que je trouve, en plus, de par la logique de construction du personnage, que le personnage est plus attachant quand c'est une chaise que quand c'est un être humain. Ça fait partie du chara-design, moi, que je questionne chez Shinkai, c'est qu'on reste dans des codes d'animé très ado, avec des personnages qui sont très archétypaux à ce niveau-là. Ouais, bien sûr, et en plus ça s'ajoute à une gestion des effets et du visuel, que ce soit des sources lumineuses à l'écran, que ce soit de ce truc entre 2D, 3D, animation 2D, 3D, qui par instant je trouve sublime et par instant parfaitement dégueulasse, mais ça c'est une question. Moi je trouve que pour le coup, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même très très bien géré. Ce mélange, je trouve que c'est ce qui donne pour moi notamment un souffle à sa mise en scène, que peu de cinéastes japonais arrivent à manier, je pense, aussi bien que Shinkai pour le coup. Moi j'ai du mal par exemple avec les étendues d'eau, ou même c'est à certains moments avec l'espèce de verre géant, je trouve que ça marche pas toujours, mais il y a des moments où ça donne des plans qui sont dantesques. Le verre géant Ouais, celui-là même. Après c'est un film hyper étonnant, et c'est peut-être parce que nous on avait déjà vu plusieurs films de Shinkai, etc., qui commencent depuis Your Name en effet à avoir
un retentissement, je veux dire, international, c'est peut-être quelque chose qui peut faire peur au début. Moi, je me disais, en regardant les 12 premières minutes, justement, je me dis, si tu sais pas ce que tu vas voir, tu peux peut-être un peu te dire, oula, qu'est-ce que je fous dans cette salle. En même temps, après, tout est exposé de manière tellement efficace, tellement rapide. Et puis après, il lâche les chevaux. C'est très rapide, c'est très efficace, et puis il lâche les chevaux, et voilà, c'est parti. Alors moi, je pense quand même dans les petits écueils que je peux avoir sur le film, pour autant j'adore, il me semble qu'il y a des micro-scènes, voire un personnage en l'occurrence, qui n'est pas hyper essentiel au récit, mais bon voilà, ça fait partie aussi du foisonnement de ce type de cinéma. Et... Tu parles du personnage de Sota du pote de Sota? Ouais, exactement. Oui, après ça s'inscrit dans les logiques aussi, parce que c'est un film au final qui emprunte la structure d'un road movie. Ouais. Il ne paraît pas vraiment rattaché au récit en tant que tel. Il part de servir littéralement de véhicule au personnage dans la dernière partie du récit. Il s'incarne assez peu dans entre guillemets la caractérisation du personnage de Suzume qui se fait à travers tous ces autres personnages, quoi. Et puis il y a chez Shinkai, comme dans tous les films que j'ai vus de lui, j'en ai vu quelques-uns, c'est en effet particulièrement prégnant dans ces 3 derniers, celui-ci y compris, c'est qu'il cherche toujours à lier, je veux dire, ces gens, je veux dire son peuple, à ces personnages à travers leurs relations. Et en tout cas, il essaie de créer une interaction sur ce point. Et ici, je trouve qu'il arrive, comme dans tous ses films, il fait ça à chaque fois et ça marche quasi systématiquement, par un travail sur l'intériorité de ces personnages, et ici des différents deuils, je veux dire, passés ou à venir, auxquels ils doivent se confronter, à traiter autant visuellement qu'émotionnellement, évidemment, tout ça est lié, l'histoire de son pays avec un grand H, l'histoire récente en l'occurrence, parce que c'est vraiment... c'est le séisme de 2011, quoi. C'est Fukushima. Fukushima, tsunami, ouais. Et, dans la diégèse du récit, après on peut... Oui, bien sûr. On y voit Fukushima, mais la diégèse du récit, c'est vraiment le séisme de 2011, quoi. Enfin voilà, le film, comme ses précédents l'étaient là-dessus, absolument brillant, et... je pense que ça ajoute, au-delà de la gestion d'un crescendo mélodramatique, particulièrement dans sa seconde partie, c'est aussi ça qui rend le film si émouvant. C'est un film très équilibré entre sa gestion du réalisme, qui fonctionne très très bien, parce que en effet, on parle des techniques utilisées, du côté peut-être un peu bizarre que ça peut avoir à certains moments, mais en fait... Mais il y a l'aspect quasiment quelquefois photoréaliste exactement. Du dessin de Shinkai. Le côté, quand je parlais de sources lumineuses à l'écran, qu'il utilise vraiment très très souvent, ça donne ce truc-là. Puis il y a un travail sur le son, il y a un travail... Enfin, c'est assez bluffant. Tout le décorum, cette espèce, je sais même pas, ils sont sur une île, enfin en tout cas le littoral japonais. Le Japon est une île. Le Japon est un archipel. D'accord, merci. Enfin bon, bref. Non, mais je peux enchaîner là-dessus. Justement, il y a ce côté donc ultra fantastique, comme je l'ai pitché tout à l'heure, ces portes qui donnent sur un autre monde, machin. Mais toujours ancré dans un truc hyper réaliste, que ce soit presque photoréaliste, autant les vues sur la ville, on est à Tokyo à la fin du entre film. La ruralité et mégalopole aussi. Et donc tout ce côté, comme tu l'as dit, qui est intimement lié à l'histoire de son pays, l'histoire récente du Japon, de l'archipel, qui est aussi vachement traumatisé par toutes sortes de catastrophes climatiques. Il y a aussi ici même un côté qui est relié à la géographie. Vraiment, on est vraiment dans le réalisme géographique du pays, où on voit en plus, donc elle va faire un trajet à travers tout le Japon, à travers tout l'archipel, du sud au nord, et c'est matérialisé sur son téléphone plusieurs fois dans le film. On voit vraiment le trajet que Suzume va faire, et qui est pour le coup extrêmement réaliste, quoi. Même le métro de Tokyo est réaliste. Enfin, quand elle arrive à Tokyo et qu'elle doit prendre tous les transports, j'imagine que ce sont des lieux qui existent vraiment, et des correspondances qui sont, en tout cas, c'est ce que le film t'amène à croire, quoi. Par rapport aux 2 précédents, je trouve qu'ici il y a quelque chose de plus droit, de plus direct. On est vraiment sur ce personnage de Suzume, le récit commence hyper vite, et très vite elle est embarquée plutôt dans ce road movie qui amène ce côté extrêmement linéaire au film, je trouve. Il y a plusieurs côtés qu'on a vus dans les 2 précédents films, que ce soit les scènes super lyriques, en effet, dans le cadre, dans le découpage, qui t'en mettent plein la gueule et qui t'emportent dans une espèce de tourbillon d'action et d'émotion en même temps. Ça, on l'a vu beaucoup. Le côté réaliste
aussi on l'a vu. Mais ici, je trouve que la particularité de celui-ci, c'est vraiment le côté road movie qu'il apporte avec ces rencontres fortuites qui vont en effet construire progressivement le personnage de Suzume. Par exemple, je trouve que la deuxième rencontre avec cette fille, cette mère de famille, qui en plus a une espèce de izakaya. Bon. Et dans les personnages féminins, il y a aussi un personnage extrêmement fort, c'est le personnage de Tamaki, donc la sœur de sa mère, qui donne lieu, je trouve, à une scène, pour le coup, effectivement, je me dis que c'était le film où il ne retrouvait peut-être pas la même fibre émotionnelle que sur Yodem. Il y a quand même une scène aussi très forte qui est la scène de la station-service, de la confrontation, qui donne une violence qu'en plus que tu ne vois pas venir et qui surgit de manière assez abrupte dans le récit, et qui est extrêmement forte aussi dans ce rapport déséquilibré de cette relation dont chacun n'a jamais forcément demandé à être de porter le fardeau de cette mère disparue dans les deux sens, entre guillemets, d'endosser le rôle de la mère et d'endosser le rôle de la fille, qui n'est pas forcément prévu pour ces deux personnages. Et juste avant de te redonner la parole, il y a, je trouve aussi extrêmement intéressant, c'est dans la notion de fantastique, mais qui est aussi liée à des choses très concrètes que traverse l'archipel japonais, donc cette notion d'île qui est soumise à ces tremblements de terre incessants. Cette idée que pour pouvoir refermer ses portes, il faut pouvoir se reconnecter au passé des lieux, de ces lieux abandonnés du Japon. Je trouve que c'est une idée politique super belle, quoi, en fait. Et là aussi, encore une fois, c'est extrêmement limpide. Ça ne s'appesantit pas du tout dessus, mais ça ouvre vraiment sur la tragédie d'un pays, quoi. Voilà. À la fin, quand tout le monde se dit au revoir, quand on a cette espèce de montage très rapide avec tous ces réminiscences de gens qui se disent au revoir avant la catastrophe, c'est assez fort, quoi. Mais à nouveau, ça passe à chaque fois par la psyché et l'intimité des personnages. C'est la grande force du cinéma de Shinkai, je pense. Et tous ces personnages-là aussi qui régulièrement sont sauvés in extremis de la catastrophe sans jamais le savoir. Il y a aussi cette dimension-là aussi qui est très sacrifice. Parce qu'il y a un truc de... Oui, absolument. Parce qu'ils le disent, d'ailleurs, les verrouilleurs, tu sauves le monde, mais tu es condamné à rester dans l'ombre et à surtout ne pas te vanter de sauver le monde, attention. Très bien, merci messieurs. Je pense qu'on a bien fait le tour sur le film. Vous en avez bien parlé. Et on va tout de suite faire un tour du côté des conseils. Écoute, pourrieux. Pour moi, tu n'es qu'une merde de chien qui s'étale sur un trottoir. Et tu sais ce qu'on fait d'une merde de ce genre? On peut l'enlever soigneusement avec une pelle, on peut laisser la pluie et le vent la balayer, ou bien on peut l'écraser. Alors si tu veux un conseil d'ami, choisis bien l'endroit où on chira. Alors, comme je l'exprimais à mes camarades en off, si vous êtes cinéphile, je vous conseille de ne pas avoir une vie de famille trop trépidante pour pouvoir avoir des films à conseiller. Comme tu nous le conseillais avec beaucoup de poésie d'ailleurs. Donc, Lucien, au lieu de pointer mes défauts, encore une fois... tes défauts, ton côté poète, c'est une de tes qualités. Est-ce que tu peux nous conseiller quelque chose ? Je vais vous conseiller un dossier dans le dernier numéro des Cahiers du cinéma qui est mené par Yal Sadat, je ne sais pas comment on prononce son nom, quelqu'un de toujours très intéressant et qui ici mène un dossier sur le Hollywood contemporain et qui va sur place questionner différentes choses, des exploitants, des réalisateurs, qui fait aussi de la pure chronique, quelqu'un qui écrit assez bien, qui est très agréable à lire. Il y a d'autres collaborateurs, entre autres les très estimés autour de cette table, Jean-Jacques Goldberg et Vincent Maloza. Mais il y en a d'autres aussi. Il interviewe Carpenter, Lynch, Walter Hill. C'est très pertinent. Alors ça, c'est assez souscrit c'est le Hollywood contemporain des cahiers. Ça, c'est souscrit à ça, mais c'est super intéressant. Il y a vraiment... Une plume, un regard et un vrai questionnement. Très bien, merci Lucien. Je ne connaissais pas l'existence de cet article. C'est parce que tu ne nous suis pas sur Instagram. Manu. Moi, j'ai vu mon paquet de films là, avec le bif qui vient de s'achever, donc je pourrais avoir des films à vous conseiller et d'autres à vous déconseiller. Je mettrai l'accent sur 2 films vus et 2 films donc en compétition, qui sont Sissou de Jean-Marie Elander, réalisateur de Père Noël Origine et de Big Game.
J'attendais avec un peu d'appréhension puisque j'avais beaucoup aimé Père Noël Origine, même si j'avais des petites réserves sur la toute fin du film qui versait dans une forme de cynisme qui, pour moi, paraissait un peu à contre-temps du reste du film. Et voilà, j'avais été assez déçu par son deuxième essai qui était donc Big Game. Et dans ce nouveau film qui était présenté avec une bande-annonce qui appuie lourdement la filiation avec John Wick, j'avais un peu de soucis à me faire, entre guillemets, en me disant qu'est-ce que ça va donner dans ce registre-là d'action où on le connaît assez peu. Big Game, en plus, a essayé de s'approcher de là et c'était pas forcément là où il réussissait le plus. C'est un chercheur d'or, ancien para, du moins ancien commando finlandais qui se retrouve confronté avec des nazis et qui va les bousiller. Donc c'est un jeu de massacre de nazis. Et là où le film est extrêmement intéressant, c'est que, contrairement à John Wick, il se répète jamais. Chacune des scènes de mise à mort, il y a une logique de trouver chaque fois l'élément qui va te surprendre, qui va surprendre le spectateur. Tu ne vois jamais d'où ça va venir, de quelle partie du cadre ça va venir, comment le personnage va s'en sortir. Donc il y a une recherche ludique et il arrive malgré tout à travers ça de nouveau à renouer avec quelque chose qui était proche du conte dans Père Noël Origine, de comment un conte va tout d'un coup s'incarner dans des personnages. Et voilà, je trouve au sein du cadre qui paraissait assez limité du film, mais il déploie quelque chose qui est assez réjouissant. Donc voilà, ça a été une très très bonne séance du bif. L'autre versant, c'est j'ai voulu encore me recoltiner ou me refrotter au cinéma de Brandon Cronenberg, ou Cronenberg comme on l'appelle ici. Voilà, donc je l'ai plus vu pour la participation de Miagos au générique. Et voilà, comme dans Possessor, on se retrouve avec un petit bréviaire toutes les 15 minutes de scène choc pour pitcher un peu le film. Le film qui s'appelle comment déjà ? Qui s'appelle Infinity Pool. Infinity Pool avec donc Stellan Skarsgård. Bill Skarsgård, non parce que Stellan Skarsgård, c'est un autre, hein, c'est le prof de Will Hunting. De Alexander Skarsgård, Miagos et Jalil Lesper, qui joue le mari de Miagos, qui se retrouve lors d'un séjour dans une grande résidence. Alors, le pays ne me semble pas désigné, ça se voudrait sûrement un peu l'Europe de l'Est, mais ça ressemble beaucoup à la Grèce. Et donc, ils sortent lors d'une après-midi hors de ce complexe extrêmement protégé. Et sur le chemin du retour, le personnage principal va renverser un autochtone. Et le lendemain va être convoqué par la police et il apprend la règle du pays, c'est en cas d'homicide, la famille du défunt a le droit de tuer la personne responsable de l'homicide. Sauf que en tant qu'étranger, il y a quand même un petit bénéfice à être un expat, c'est de pouvoir avoir la possibilité que le gouvernement, moyennant finance, construise un corps, un réplica de ton corps, qui sera exécuté en place publique à ta place, mais tu devras assister à la mise à mort. Ça a l'air très fastidieux. À la mise à mort. Voilà, c'est très fastidieux comme pitch. C'est là tout le côté embarrassant du film, c'est que il y a eu, là aussi on retombe dans les mêmes dynamiques de double que de son précédent film, avec régulièrement aussi des visions. La première séquence commence avec une scène après arrosée où Skarsgård est en train d'uriner un peu bourré, où il a, pour le coup, vu que les personnages n'existent pas, tous les personnages sont assez caricaturaux, donc surjouent, ils sont toujours un peu dans la pantomime, et arrive le personnage de Miagos qui le branle comme ça, et lui, quand un petit gamin se sent prisonnier de cette branlette, donc déjà tu as un côté assez improbable, tu te dis oulala, le film commence bien tu le vends merveilleusement dans ça, et ça se conclut avec une scène. Ce personnage finit par défoncer son double à coups de poing, ensanglanté, grelottant, à moitié à poil, en train de pleurer dans la nuit noire éclairée par des phares. Miagos s'approche de lui, prend le sang qui est sur sa main, caresse son sein avec et donne la tétée à ce jeune écrivain. On aura peut-être l'impression que je le parodie en le racontant. Moi, je trouve le film extrêmement embarrassant parce qu'il n'y a pas de personnage. Donc, le personnage de Miagos, qui est une actrice que j'aime beaucoup, elle est nulle parce qu'il n'y a pas de personnage. Elle est juste une sorte d'incarnation d'archétype qui n'est jamais retravaillée, qui au final ne donne la place à l'acteur que de tomber dans la pantomime, le surjeu. Pour moi, c'est beaucoup d'épate bourgeois.
mais ça produit assez peu de cinéma. Il y a une dimension plastique, mais qui est aussi assez répétitive, et voilà. Donc, Et le film qui était bien de Helander s'appelle comment ? Sissou, mais vous écrivez ça comment ? SISU. SISU, ok. Pour développer un petit peu quelque chose qui me semble hyper intéressant dans le cinéma d'Helander, c'est quelqu'un qui arrive très bien à reprendre les codes du cinéma américain et à les adapter à un univers de conte, on va dire, nordique. C'était pour moi, j'ai pas vu Sissou, mais c'était pour moi le principal écueil de Big Game, c'était que cette adéquation marchait pas vraiment, quoi. On sentait des codes appliqués, mais qui ne s'intégraient pas dans le décorum et dans l'univers qu'il essayait de mettre en place. Très bien, merci messieurs. Donc pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas en Belgique, le BIF, c'est le Brussels International Fantastic Film Festival. Voilà, bon, le festival du film fantastique de Bruxelles, quoi. Très bien, merci messieurs pour cette belle émission. Merci Manu. Merci les gars. Merci Lucien, et on vous retrouve bientôt. Ah mais oui, mais bien sûr, donc Acast, Podcast Addict, Google Podcast, YouTube, on est en train de percer sur YouTube, donc aidez-nous à continuer notre... YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Transmission, le podcast qui a beaucoup de projets dans ses valises et pas beaucoup de temps pour les réaliser, mais bon, en tout cas on a des trucs dans les cartons qui peuvent arriver à tout moment. Allez, merci de votre écoute, à tout bientôt, au revoir.